C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Un reconfinement, un couvre-feu et un confinement, un tour de vis, un coup de barre et ça repart. Que va-t-il sortir du chapeau ce soir pour les régions Île-de-France et Hauts-de-France et une partie du sud de la France? Emmanuel Macron nous avait demandé de nous réinventer. Il n'échappe pas à cette injonction. Il va devoir trouver la martingale pour éviter le confinement devenu le gros mot de l'année. Il faut dire que le président avait fait le pari du couvre-feu en espérant que la stratégie vaccinale serait sa planche de salut. Mais la malchance a joué avec le fiasco AstraZeneca. On en parle avec nos invités. Jean-Marie Colombani, co-directeur de Slate.fr, ancien directeur du Monde. Bonsoir. Laetitia Krupa, journaliste spécialisée en com politique. Et Laurent Alexandre, bonsoir, médecin et spécialiste des nouvelles technologies. Et en fin d'émission, nous rejoindrons Véronique Reissoult pour sa chronique « La politique sur les réseaux ». Mais Laurent Alexandre, je me tourne vers vous parce qu'à l'instant, on vient d'avoir donc le résultat de l'Agence européenne des médicaments qui a fait son enquête en 3 jours, ce qui paraît un peu court, et vous allez nous expliquer cela. Comme quoi l'AstraZeneca, puisqu'il a été suspendu, vous le savez, par plusieurs pays européens, eh bien la conclusion, c'est une option sûre et efficace. Le résultat était à peu près couru d'avance. Donc, c'est quoi? C'est le principe de précaution qui a été utilisé jusqu'à la corde et on va dire jusqu'à une forme d'irrationalité. Cependant, avait-on le choix de faire autrement? Laurent Alexandre, vous m'entendez? Oui, pardon, oui, très bien. Non, alors d'abord, on n'avait pas beaucoup de choix parce que le retard vaccinal européen est absolument catastrophique, hein. Il faut savoir que 40% des Anglais sont vaccinés au moment où nous parlons et nettement moins de 10% des Français sont vaccinés. Je ne parle même pas d'Israël qui a quasiment fini son programme vaccinal. Donc, il était très grave d'arrêter de faire une pause sur la vaccination par l'AstraZeneca alors que l'Europe est très, très en retard. Mais par ailleurs, il faut savoir qu'il n'y avait pas de raison d'interrompre la vaccination par l'AstraZeneca parce que le nombre de thromboses, c'est-à-dire de phlébites et d'embolie pulmonaire, n'est pas plus élevé parmi les vaccinés que parmi les non-vaccinés. Il faut savoir qu'en France, chaque jour, il y a 275 phlébites sans vaccination. Donc il n'est pas anormal, quand on se met à vacciner beaucoup de gens, notamment âgés, qu'on ait des phlébites le lendemain, le surlendemain ou la semaine qui suit la vaccination, sans qu'il n'y ait de lien entre la vaccination et l'apparition de ces troubles vasculaires. Oui, peut-être une autre question. Comment vous expliquez, moi c'est la question que je me pose depuis quelques jours, c'est-à-dire que c'est la décision, il y a eu une conférence de presse en catastrophe de l'Agence européenne du médicament qui a dit qu'elle rendrait ses conclusions jeudi. Comment en 3 jours on peut faire une enquête sur un vaccin, rassembler les données qui viennent de l'Europe entière et parfois même d'autres pays, puisqu'il n'y a pas que des pays européens qui l'ont suspendu. Est-ce que c'est une drôle enfin, pardonnez-moi, j'ai vraiment le sentiment que c'était un peu pour la galerie, non? Cette décision qui arrive si tôt, si vite. On peut analyser les données rapidement. L'Angleterre a vacciné énormément de gens avec l'AstraZeneca et elle ne retrouve pas d'augmentation des phlébites et des embolies pulmonaires. Donc on peut non pas regarder ce qui s'est passé pour chacun des cas de gens qui ont eu une phlébite après vaccination. En revanche, on peut vérifier ce qu'a fait l'Agence européenne du médicament, qu'il n'y a pas plus de troubles vasculaires dans les populations qui ont été vaccinées. Et ça, on peut le faire à partir des bases de données dont on dispose en 72 heures. Donc il n'est pas anormal que l'Agence européenne ait pu rassurer aussi rapidement à partir des données que nous avons. Ce qui est étonnant, ce n'est pas que l'Agence européenne ait été vite. Ce qui est étonnant, c'est l'hystérie collective qui a conduit à interrompre la vaccination par l'AstraZeneca en début de semaine. C'est une vraie hystérie collective des pays européens, à part la Belgique qui est restée raisonnable et qui a continué à vacciner sa population. Oui, Jean-Marie, sur ce que vient de dire Laurent Alexandre, cette hystérie collective, hein, on appelait ça
lorsque ça avait été théorisé par Gustave Le Bon, hein, sur la fameuse psychologie des foules, qui était en fait une psychologie, un phénomène irrationnel qui fait que, en fait, un groupe de personnes, les gens raisonnent différemment lorsqu'ils sont seuls, en individualité, et en groupe, ils pensent différemment. Donc, est-ce que, une fois de plus, on a fait valoir à la fois cette irrationalité et ce principe de précaution? Et en clair, on a perdu du temps? En tout cas, c'est vrai que les raisonnements des foules sont différents des raisonnements des individus et qui sont plus propices à l'irrationalité, comme vous l'avez dit. Et c'est vrai que là, en l'espèce, ce n'était pas les foules, c'était quelques gouvernements, les gouvernements européens. Et c'est vrai que ça s'est répandu comme une traînée de poudre, mais au nom de quelque chose qu'il nous est difficile, à nous Français, de contester, tant ce problème, tant ce principe a de la place dans notre vie publique, c'est le principe de précaution. Donc c'est au nom du principe de précaution que le président de la République a lui aussi suspendu l'utilisation de ce vaccin, parce que l'Allemagne, parce que l'Italie, parce que l'Espagne, parce qu'avant le Danemark, et ainsi de suite. Donc c'était en effet une traînée de poudre, et c'était un mouvement pour faire face à une peur irrationnelle, et tout d'un coup, parce que c'est vrai que le meilleur guide dans ce domaine, semble-t-il, c'est le nombre de personnes qui, en Grande-Bretagne, ont eu ce vaccin et le nombre de cas d'effets secondaires graves que la Grande-Bretagne a pu contester. Donc oui, en effet, on est devant un phénomène assez classique, mais était-il évitable? Politiquement, non. Oui. Politiquement, Avait-il le choix, en clair? Politiquement, le président n'avait pas le choix. Est-ce que l'Allemagne a fait une mauvaise manière à la France en prenant cette décision, puisque visiblement le président Macron semblait a pris sa décision très vite aussi. Mais je crois que l'Allemagne n'a pas prévenu la France de sa décision. En tout cas, ils sont au téléphone en permanence les uns avec les autres. Olivier Véran est au téléphone avec son collègue allemand, avec ses collègues italiens et autres en permanence au téléphone. Donc je ne pense pas que ce soit de quelque façon que ce soit une mauvaise manière. C'est un emballement à l'identique partout, avec la crainte de la pression de l'opinion et surtout faire face à la pression prévisible de l'opinion sur ce genre de problème. Laetitia Krupa, on vous a retrouvé, on vous avait perdu. Laetitia Krupa, donc journaliste spécialiste de communication politique. On peut reconnaître effectivement, le week-end dernier, le Premier ministre dit AstraZeneca c'est formidable, allez vous faire tous vacciner. Mais l'Allemagne aussi est tombée dans le panneau, parce qu'aujourd'hui on lui reproche les revirements. Mais bon, j'ai envie de dire, comme tout le monde est au pied de ce géant, et bien évidemment, comme dit Emmanuel Macron, qu'on va entendre dans quelques instants, d'ailleurs, je vous propose de l'écouter, c'est lui le patron. Écoutons-le. Nous aurons à prendre, dans les jours qui viennent, sans doute, de nouvelles décisions, et que nous aurons encore à en prendre, et que j'ai demandé aussi au gouvernement de travailler pour que dans les prochains jours, nous puissions redonner de la visibilité à nos concitoyens sur le calendrier. Le maître du temps, c'est le virus, malheureusement. Laetitia, dans le fond, c'est une leçon d'humilité. Alors, ce Covid rend fou les gouvernants, mais à la fois, il les rend humbles. Oui, enfin, si on voit quand même le verre à moitié vide, on va dire que c'est un aveu d'échec, Roselyne, puisque le président s'est engagé personnellement à ne pas reconfiner la France, alors que la doxa médicale demandait un reconfinement à l'occasion des vacances de février. Donc, oui, très bien, il faut être humble en politique, mais il faut aussi surtout reconnaître ses erreurs, et pour l'instant, l'exécutif le refuse catégoriquement, puisque l'explication qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas du temps de perdu, mais c'est du temps de gagné d'un point de vue économique et social. Très bien, ça s'entend, mais enfin, et c'est vrai qu'il semble quand même à un an du premier confinement très délétère en termes d'image d'annoncer ce soir un reconfinement d'une partie de la France, ce n'est pas la France, mais en tout cas du poumon économique de l'Île-de-France et des Hauts-de-France. Vous voyez bien que là, il y a quand même pour Emmanuel Macron un signal qui est mauvais par rapport à la décision qu'il a prise, d'autant qu'il ne nous a jamais expliqué, il n'a jamais
théoriser lui-même cette décision qui était très personnelle. Et là, il laisse encore aujourd'hui, ce soir, le Premier ministre Jean Castex au front pour expliquer à une partie de la France qu'elle va être reconfinée, dans quelles conditions on le saura. À noter que lui, quand même, distille comme ça des petites communications un peu parallèles, on va dire, par touche, puisqu'il nous dit qu'aujourd'hui, il va falloir donner de l'oxygène aux Franciliens le week-end. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? On le saura à 19h. En tout cas, l'humilité, oui, mais d'abord, avant l'humilité, reconnaître ses erreurs. Au regard de la situation, Laurent Alexandre, est-ce que vous considérez que le gouvernement maîtrise la situation, au moins au niveau politique? Alors au niveau sanitaire, bien sûr, c'est le virus qui dirige tout. Quelle est votre religion en tant que scientifique? Est-ce que le confinement tue effectivement à petit feu, et le président a-t-il eu raison de le remplacer par le couvre-feu et de trouver des aménagements, en quelque sorte de se réinventer, parce qu'on a le sentiment qu'un couvre-feu, comme on a vécu il y a un an, c'est un peu de la préhistoire, c'est un peu le paléolithique inférieur, ça passe pour une vieille recette qui certes peut marcher parce qu'elle fait baisser ce fameux taux d'incidence, mais elle détruit d'une autre manière. Oui, bien sûr. Mais on connaît la solution. La solution, c'est la vaccination de masse, et on a 3 laboratoires, les États-Unis, l'Angleterre et Israël. Israël étant le meilleur laboratoire puisque c'est le plus avancé, et Israël est en train de complètement déconfiner. Donc la stratégie d'achat européen qui a été bâclée par Ursula von der Leyen, et on a déjà débattu de ce point avec Jean-Marie Colombani il y a quelques semaines, l'échec de la stratégie vaccinale et d'achat de vaccins par l'Europe fait que l'Europe est le continent massacré. Je parle de l'Europe en dehors de l'Angleterre. Donc le retard est énorme, avec moins de 10% des Français vaccinés quand 40% des Anglais le sont déjà. Effectivement, le vaccin ne permet pas d'arriver à l'immunité collective parce qu'on vaccine à la vitesse de l'escargot. Donc, une fois qu'on dit ça, et sachant qu'en plus, on a retardé un certain nombre de vaccins AstraZeneca pour faire la pause, pour faire plaisir aux anti-vaccins, on est coincé. Et donc, on va vers une aggravation des mesures liberticides qui ont un coût élevé. Donc, aujourd'hui, nous sommes en pleine irrationalité. Il faut savoir que le principe de précaution est en train de tuer. 4 jours sans vaccin AstraZeneca, c'est 60 Français qui vont mourir. Puisque un jour de retard de la vaccination par Astra, c'est 15 morts supplémentaires en France. C'est-à-dire 15 personnes qui vont mourir du Covid, alors que si on les avait vaccinés lundi, mardi, mercredi et aujourd'hui, ils ne seraient pas morts. Donc, on a un principe de précaution pour faire plaisir à l'opinion et aux antivax qui tue. On a une stratégie européenne d'achat des médicaments qui a été catastrophique. Quand vous voyez Clément Beaune, le 23 décembre dernier, qui se félicite sur Twitter que l'Union européenne a payé les vaccins moins chers que les autres pays, c'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre et Israël, rétrospectivement, c'est assez pathétique. Il aurait mieux valu payer les vaccins 6 $ de plus, comme l'a fait Israël, et déconfiner aujourd'hui, parce que le confinement qu'on relance aujourd'hui coûte entre 1 et 2 milliards, rien qu'à l'État, chaque jour, entraîne des faillites, des gens désespérés, des gamins qui, dans leur chambre universitaire, sont en train de craquer, et on a une augmentation des suicides chez les jeunes, bien sûr des morts supplémentaires. Donc cette stratégie malthusienne, cette stratégie d'échec des commandes vaccinales a des conséquences financières, mais surtout des conséquences humaines catastrophiques. Il est pathétique que pour économiser quelques dollars par dose vaccinale, on soit aujourd'hui à la veille du 1er avril, avec un reconfinement en France, pendant que les pays développés qui ont acheté les vaccins plus chers et qui ont un nombre illimité de vaccins, comme l'Angleterre, les États-Unis et Israël, sont en train de déconfiner. Cet échec de l'Union européenne est le plus grave échec de l'Union depuis le début du traité de Rome en 1957. Et je peux vous dire que les pro-européens comme moi sont révulsés de voir à quel point l'Europe s'est plantée, et surtout à quel point Ursula von der Leyen est en déni de réalité et refuse toujours d'admettre qu'elle a échoué et que nous vaccinons 5 à 10 fois plus lentement en Europe que dans les autres pays développés. Alors, je vous propose d'écouter à propos d'AstraZeneca Agnès Pannier-Runacher sur le patron d'AstraZeneca, donc, pour qui ça sent un peu le roussi. Je vous propose de l'écouter. Mais très simplement, un contrat non respecté, vous l'attaquez devant le juge. Mais moi, je suis pragmatique.
Mon sujet n'est pas que AstraZeneca soit cloué au pilori dans quelques mois devant un juge. Mon sujet est d'avoir des doses. Mon sujet est de vacciner les Européens et de vacciner les Français. Donc on peut pas se c'est fâcher avec d'utiliser, eux. si on peut se fâcher avec eux, mais c'est d'utiliser la pression du non-respect du contrat pour qu'ils sentent, comme on dit, le souffle chaud sur leur croix. Vous pensez que le patron d'AstraZeneca tremble en ce moment devant l'Europe? Je pense qu'il est sur la sellette et qu'il le sait parfaitement. Voilà, Jean-Marie Colombani, le patron d'AstraZeneca, tremble-t-il hein et doit-il être pas le bouc émissaire, mais en tout cas celui qui va payer la lourde faute? En tout cas, il y a un défaut de respect du contrat de la part d'AstraZeneca. Mais je voudrais revenir au propos précédent. Parce ça, j'en étais sûre, mais je voulais que... Parce que quand on attaque l'Europe, Jean-Marie, vous voyez rouge. Donc je m'attendais à cela, mais... Je ne voudrais pas décevoir Laurent et je vais venir à la rencontre de certains de ses arguments. Mais auparavant, je voudrais revenir sur le jugement que vous portiez sur l'attitude du gouvernement français et du président français, plus exactement. Donc il faut se rappeler qu'il y a eu un second confinement, pardon. Et petite parenthèse, quand Laetitia parle de reconfinement, il n'y aura pas de reconfinement manifestement, puisque c'est une option qui a été écartée par le président de la République, qui est à la recherche, nous dit-on, d'une solution hybride. Donc on verra ce qu'est cette hybridité chère au président de la République, on ne la connaît pas actuellement. Mais il y avait donc eu un second confinement au mois de novembre, et tout ce qui a été ensuite interrompu à juste titre par les vacances. Et ce qui était attendu ensuite, c'est qu'au sortir des vacances, on prolonge ce second confinement parce que nous étions arrêtés à un plateau beaucoup trop haut. Et la surprise est venue du fait que le président de la République a refusé cette option pour choisir la voie du couvre-feu qui manifestement n'est pas suffisante. Alors on peut dire que nous avons été rattrapés par les variants et notamment le variant anglais. C'est vrai, mais en même temps, on peut aussi constater que les mesures qui ont été prises jusqu'à présent n'ont pas fonctionné. On a passé le cap des 90 000 morts en France. On marche, si j'ose dire, sinistrement vers les 100 000 morts. Donc je ne pense pas qu'on puisse se satisfaire de cette situation, ni congratuler le gouvernement en quoi que ce soit sur ce refus précisément d'un confinement. Laurent, tout à l'heure, faisait allusion à la politique de la Grande-Bretagne. Et par moments, j'ai le sentiment que ce que fait Emmanuel Macron, c'est un peu du Johnson à l'envers. Rappelez-vous, Boris Johnson, au tout début de la pandémie, a considéré de façon très négligente et presque méprisante, il a été rattrapé par le virus, il a changé de pied et il est entré dans un confinement très strict, couplé à une vaccination de masse. Et c'est le couple confinement, vaccination, c'est le couple, ce sont les deux qui font qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne est passée de plus de 1000 morts par jour à moins de 50 morts par jour. Et donc, qui arrive au bout et qui va pouvoir, en effet, déconfiner. Donc, c'est cette option-là que refuse le président de la République et c'est ça qu'il nous faudra peut-être un moment discuter parce que c'est cette perspective-là qu'il faudra voir. Alors, pour revenir juste d'un mot sur l'Europe, puisque vous très court, hein. Vous laissez la place à Laetitia qui n'a pas beaucoup parlé. Oui, et je voudrais juste répondre d'un mot à Laurent. C'est vrai que l'Union européenne a choisi dans sa négociation de batailler davantage sur les prix et que les prix qui ont été payés par d'autres sont considérablement plus élevés que ceux qu'a obtenu l'Union européenne. Et c'est vrai que le choix normal, enfin le choix attendu, eût été davantage de jouer sur la masse et sur la rapidité. Cela est vrai. Cela dit, entre maintenant et le mois de juin, il y aura quand même sur le territoire de l'Union européenne 300 millions de doses. Donc le retard qui est vis-à-vis des États-Unis de 2 à 3 mois, guère plus, sera donc rattrapé dans cet intervalle-là. Il faut aussi corriger cette vision apocalyptique par cette perspective. 300 millions de doses, ce sera largement ce qu'il faut à l'Union européenne pour rattraper son retard. Laetitia Krupa, on va écouter Axel Kahn et la réponse de Christophe Castaner à la décision d'Emmanuel Macron d'avoir choisi le couvre-feu plutôt que le confinement, ce qui avait été un basculement stratégique. Et il avait à peu près toute la communauté scientifique sur le dos pour dire que ce n'était pas du tout ça qu'il fallait faire, ce à quoi il avait répondu que le président de la République avait, lui, une vision beaucoup plus large que la vision seulement sanitaire. Je vous propose d'écouter cet échange, enfin la réaction de l'un et la réponse de l'autre. Emmanuel Macron a voulu se présenter comme le sauveur des Français qui les protégeait de
ce confinement, qui est une potion terriblement amère, le président aura à gérer l'échec de ce pari. C'est un combat que nous devons mener tous les jours. Ce n'est pas un pari, c'est un combat. Alors, est-ce que, Laetitia, d'abord, on n'a pas encore la réponse, comme vous dites, on attend ce soir, mais est-ce que la décision d'Emmanuel Macron ce soir, qui va être annoncée par Jean Castex et Olivier Véran, va être conduite aussi par le fait qu'il ne veut pas se désavouer et qu'il veut continuer son pari de ne pas reconfiner le pays? Au mot stricto sensu, quoi. Évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, bien sûr, Roselyne, vous avez tout à fait raison. Il a attendu, puisque sa décision a surpris tout le monde. Vraiment, même l'opinion publique. Vous avez vu les enquêtes d'opinion. Tous les Français s'attendaient à un reconfinement, si vous voulez, à coup de médias. On avait bien, le message avait été martelé et on s'attendait tous à ce qu'Emmanuel Macron annonce un reconfinement, un troisième, à l'occasion des vacances de février. Il ne l'a pas fait. D'accord. Il ne s'est pas expliqué. Il a juste dit que, effectivement, on n'était pas dans une courbe exponentielle pour la propagation de l'épidémie. On n'avait pas, si vous voulez, les indicateurs qui indiquaient une situation d'urgence. Voilà, il l'avait expliqué théoriquement. Sauf que on est à l'indicateur, les 400 en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, et on est en train de le dépasser. Et il y a une donnée qui est concrète, qui est réelle, c'est l'embolie des hôpitaux. Le problème, quel est-il? C'est que les services de réanimation sont plein dans ces deux régions. Donc il faut bien trouver une solution. On a bien compris que dans la balance, il n'y avait pas uniquement le sanitaire, et ça, je pense que tous les Français l'ont compris. Bien sûr, nous le vivons tous, chacun dans nos vies. La situation économique compte, la situation sociale, psychologique, les universités, les écoles, on est tous d'accord. Mais il y a un fait qui est là, qui est les hôpitaux, l'embolie, plein à craquer. Comment fait-on pour désengorger? Vous avez bien vu que l'évacuation des malades, ça posait un problème, parce que pour les évacuer, il fallait qu'ils soient dans certaines conditions, qui sont assez quand même nombreuses à respecter. Donc là, on est coincé. Donc il faut bien sortir. On a refusé la stratégie du zéro Covid, je vous rappelle, qui était aussi sur la table. C'est-à-dire boucler tout le territoire, ou région par région, tester tout le monde, isoler les malades. On ne veut pas, en France, avoir une politique sanitaire qui soit basée sur la contrainte et peut-être sur le contrôle. Donc, il faut bien trouver des alternatives. Jean-Marie nous dit qu'il n'y aura pas de reconfinement ce soir, mais il me semble qu'on va plutôt vers cette piste-là, mais nous verrons bien. On verra bien. De toute façon, on ne va pas se battre parce que de toute façon, il y en a bien un qui va se tromper. Laurent Alexandre, est-ce que vous pensez que la dramaturgie le drame autour du vaccin AstraZeneca va faire du mal, dans le fond, à cette vaccination, cette campagne de vaccination, et qu'en gros, les candidats à la vaccination vont prendre la tangente, ou bien... non, on va aller au-delà. C'est un risque. Macron, il faut le comprendre, on est à 1 an de l'élection présidentielle, n'a pas voulu prendre de front les anti-vaccins, mais Merkel non plus, à la veille des élections générales en Allemagne. Donc Macron n'a jamais vraiment défendu le vaccin. Et Fischer avait été très très prudent en décembre, au moment où Netanyahou faisait une publicité d'enfer en faveur de la vaccination. Donc l'AstraZeneca, c'est un coup dur pour la confiance. C'est pour ça que je trouve très courageux de la part de Jean Castex, le Premier ministre, de se faire vacciner par l'AstraZeneca dans les heures qui viennent, dès que l'agence européenne a donné le feu vert. Et c'est ce qu'il faut faire. Pour donner la confiance aux gens, se faire vacciner en public quand on est le chef de l'État ou le Premier ministre, c'est quand même la meilleure solution. Netanyahou, la reine d'Angleterre, Boris Johnson, Sa Majesté Mohamed VI, le roi du Maroc, le président américain, la vice-présidente se sont fait vacciner en public. Macron et Castex auraient dû se faire vacciner en public dès le départ, comme les grands chefs de l'État l'ont fait. Les Anglais sont totalement rassurés quand ils ont vu la reine d'Angleterre se faire vacciner avec son mari contre le Covid-19. C'est une erreur de la part de Macron et de Castex de ne pas s'être fait vacciner en public pour donner confiance. Alors maintenant,
Il faut redonner confiance. Moi, je suis déjà vacciné au Pfizer, mais à mon petit niveau, si je n'étais pas déjà vacciné, je me ferais vacciner demain par l'AstraZeneca pour donner l'exemple autour de moi. Et je pense que ce qu'ont proposé 40 et quelques députés aujourd'hui, c'est-à-dire de se faire vacciner publiquement par l'AstraZeneca pour donner confiance à l'opinion dans les heures qui viennent, est une très bonne chose. L'AstraZeneca est très bon. Il est aussi efficace que le Pfizer. Il donne un tout petit peu plus d'effets secondaires de type grippal, mais c'est vraiment pas grand-chose. Il faut que tout le monde aille se faire vacciner. J'ai une question, Laurent Alexandre, vous qui êtes médecin. Pourquoi ce virus? Alors, je sais que le destin d'un virus, c'est de survivre et c'est de muter, mais comment expliquer que ce virus nous pond un variant tous les 2-3 mois? Alors, le brésilien, l'anglais, le sud-africain, et maintenant, il y a le breton. Qu'est-ce qui est... Enfin, il est diabolique, Alors, ce vaccin, ce virus? Il ne pond pas un variant tous les 3 mois. Il a déjà pondu des dizaines de milliers de variants comme n'importe quel virus. Donc les virus mutent énormément, c'est normal. C'est pour ça qu'on fait un vaccin chaque année contre la grippe. Le HIV mutait aussi beaucoup et c'est d'ailleurs pour ça qu'on donne des ou des quadrithérapies antivirales contre le VIH. C'est pour contrer les multiples mutations du virus HIV. Donc non, c'est tout à fait normal que le virus mute. C'est son mode de fonctionnement général. Il n'y a quasiment pas de virus qui mute peu. Donc, de ce point de vue-là, ce virus qui n'est pas intelligent, qui ne sait pas qu'il existe, qui n'a aucune conscience, mute par accident génétique, comme tous les virus mutent depuis qu'ils existent, c'est-à-dire 3,9 milliards d'années. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ok, on va finir sur avant de rejoindre Véronique Reissoul pour sa chronique. Jean-Marie et peut-être Laetitia aussi, j'avais une question plus politique. Il revient. Vous ne savez pas de qui je parle. Alors, je ne parle pas du 3e opus des Dents de la Mer, mais du retour de Manuel Valls. Dans Le Point, il y a un long papier qui présente son livre. L'ancien Premier ministre, visiblement, souhaite reprendre du service. Il ne le dit pas clairement, mais d'un seul coup, il aime la France, c'est son pays, il a sa chevillée au corps. Donc Jean-Marie, ça sent le retour du vieux guerrier, enfin du jeune quinquat guerrier. Je vous remercie en tout cas, Roselyne, de nous offrir dans cette actualité qui est quand même très sombre avec le virus, cette page, j'allais dire, de franche rigolade, parce que après avoir entendu Manuel Valls se dévouer corps et âme pour la vie entière à la ville de Barcelone, parce que là étaient ses attaches, là était son destin, après l'avoir vu revenir déjà une première fois et avoir fait des ronds de jambes autour du président de la République pour essayer de rentrer en grâce et essayer d'obtenir un poste au gouvernement, le voilà qu'il est dans la perspective évidente de 2022 et de l'élection présidentielle, nous dire qu'il revient avec un positionnement, j'allais dire, d'ultra-laïque, de chef un petit peu du camp ultra-laïque. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais je pense qu'il s'est à la fois éloigné de la gauche. Je ne vois pas pourquoi il serait reconnu par la droite. Il a jusqu'à présent été écarté par les macronistes, donc je ne vois pas quelle peut être sa place, mais en tout cas, prenons le temps et le plaisir de rire de cela, parce que c'est en effet un peu une caricature de l'opportunisme politique dont nous n'avons guère besoin, me semble-t-il. Et Laetitia, est-ce que vous avez la dent aussi dure que Jean-Marie ? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est folklorique, on va dire, et on sait bien qu'en politique, l'ego est si fort qu'on a du mal finalement à tirer sa révérence. Je vous signale juste que pour 2022, dans le débat, se sont déjà invités François Hollande, Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, et maintenant on a un Manuel Valls qui veut compter pour 2022, en tout cas dans le débat. Donc ça fait quand même du monde de l'ancien monde, Roselyne. Donc pourquoi pas, mais écoutez, en termes de communication, honnêtement, il a un énorme travail à faire, Manuel Valls. Enfin, pour quand même effacer les échecs de 2017, l'échec de Barcelone, cuisant, Jean-Marie a raison, il avait quitté la France pour se dévouer à cette ville. Alors revenir
avec cette étiquette de perdant, loser, comme on dit aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué. Il revient avec un livre où il fait son autoportrait, il repart du début de sa naissance. Il n'y avait pas d'autre moyen, si vous voulez, mais franchement, le chemin est très, très long. Un mot, Laurent Alexandre, est-ce que Manuel Valls est un variant de la vie politique française ? Moi, j'ai une certaine affection pour Manuel Valls, qui finalement est le seul homme de gauche qui n'a pas succombé aux sirènes de l'islamo-gauchisme. Oui, donc pour vous, c'est l'argument. C'est vrai qu'il vient batailler, c'est vrai que là-dessus, il était... Au moment où Mélenchon a oublié ses racines laïques, athées, libre-penseur et a sombré dans l'islamo-gauchisme, je trouve qu'il est sympathique qu'il reste un homme de gauche qui croit aux grands idéaux laïques, athées, à l'universalité et à l'antiracialisme. Je trouve que dans les périodes folles dans lesquelles on vit et où on a oublié les idéaux de la République et notamment la laïcité, je trouve rafraîchissant qu'il reste un homme de gauche qui croit à ces valeurs. Oui, un homme de gauche qui a aussi des valeurs qu'on pourrait considérer de droite aujourd'hui, enfin en tout cas qui sont toujours attribuées à la droite, c'est celle de l'autorité, de l'ordre, voilà. Donc, personne n'a rien à ajouter ? Non. Juste un mot. Tout à l'heure, Jean-Marie a dit... C'est avec ce biais-là qu'il va revenir. Hein. Oui, c'est ça, Laetitia, oui. Jean-Marie a dit finalement, nous n'avons que 3 mois de retard, l'Union européenne, sur les autres pays. Je voudrais juste dire à Jean-Marie que 3 mois, c'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup de drames, c'est beaucoup de mesures liberticides. Donc 3 mois de retard sur les pays qui ont commandé correctement les vaccins, contrairement à l'Union européenne, c'est vraiment dramatique. C'est 3 mois dont on aurait dû se passer si la Commission européenne avait su négocier des contrats d'achat de médicaments, ce qu'elle n'a pas su faire parce que les contrats sont vraiment très, 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 très mal ficelés. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'Europe n'a pas les doses qu'elle croyait avoir. L'Européen que vous êtes, vous savez très bien qu'en matière de santé, ce sont les gouvernements qui ont la main et que l'Europe est naissante dans ce domaine, donc elle essuie les plâtres. Eh bien, ce n'est pas un coup de maître, c'est un échec qui va être dramatique pour le projet européen. Et en tant que pro-européen forcené, je suis désolé de ce plantage énorme. Bon, on ne vous a pas entendu, Laetitia, vous disiez quoi ? Juste, Roselyne, accessoirement, ce sont quand même les laboratoires qui se sont trop engagés, qui ont pris des promesses et qui ne sont dans l'incapacité de produire suffisamment. Enfin, concrètement, j'ai bien compris que c'était un échec de l'Europe, mais enfin, à la base, c'est quand même le laboratoire qui a promis des certaines doses et finalement une certaine quantité et qui n'est pas capable, qui ne sont pas capables de les produire. AstraZeneca comme les autres. On ne se lance pas dans le débat sur la fin de l'émission parce qu'il y a la chronique de Véronique Reissoult et je ne voudrais pas qu'on lui vole du temps. Donc, on passe à la chronique sur les réseaux avec Véronique Reissoult. Bonsoir Véronique Reissoult, donc Backbone Consulting avec vous. On va voir sur les réseaux sociaux et bien évidemment ce qui a tenu en haleine les internautes cette semaine et bien évidemment le sketch, le feuilleton, le petit drame AstraZeneca qui bien sûr a mobilisé la toile. A mobiliser la toile et la toile dans le monde entier. Si vous regardez les chiffres, c'est assez éloquent. Vous voyez qu'il y a eu plus de 2,8 millions de messages juste sur le mot AstraZeneca toute la semaine. Et on en a parlé partout dans le monde. On en a parlé aux États-Unis, en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Grande-Bretagne. Alors on en a parlé à peu près autant dans tous ces pays. C'était un sujet important, un sujet de mobilisation. Alors après, si on regarde ce qui s'est dit plus spécifiquement en France, là j'ai regardé plus ce qui s'est dit autour du vaccin, sachant que AstraZeneca est évidemment associé à la notion de vaccin. Et cette notion de vaccin,
eh bien, vous avez 830 000 messages en France. Et quand vous regardez les emojis les plus utilisés, alors ça n'est pas un nuage, mais je vous ai pris simplement les plus utilisés parce que ça raconte assez bien finalement l'histoire que les Français se sont racontée autour de AstraZeneca et des vaccins. En rouge, ben, ça veut dire que c'est important. Le personnage est un peu dubitatif parce que globalement, on ne comprend pas trop la décision. Les vaccins, c'est un vrai sujet, mais on a quand même un peu peur de ce qui se dit et de ce qui est décidé. Il y a une vraie urgence à vacciner et le personnage qui est un peu maboule, j'imagine que vous avez compris ce qu'il veut dire. Et il suffit de regarder quel est le tweet le plus repris cette semaine autour des vaccins. Vous comprendrez que l'affaire AstraZeneca, elle est compliquée pour les Français et en particulier autour de quelque chose, on aurait pu se dire que ça avait redéclenché une forme de défiance autour des vaccins. Non, globalement, une décision sur AstraZeneca qui n'est pas forcément très bien comprise. Ce tweet est donc parlant, c'est marrant quand même. Des millions de femmes prennent la pilule avec un risque de thrombose supérieur au risque du vaccin AstraZeneca. Ça n'émeut personne. Par contre, là, 35 cas sur 11 millions, le monde s'arrête de tourner, c'est magnifique. Et globalement, ce message donc, a été beaucoup repris, près de 70 000 fois. En fait, il résume un sujet ça n'a pas recréé de l'anti-vaccin, ça a plutôt posé de nouveau des questions sur des doutes sur pourquoi, comment et comment les choses ont fonctionné et beaucoup d'envie des Français qu'on trouve une solution parce que les Français ont envie d'être vaccinés en sécurité, bien sûr, mais envie d'être vaccinés parce qu'ils ont bien compris, le message est bien passé, que c'est sans doute la seule façon de retrouver une vie normale et sortir de la situation. Véronique, vous vouliez nous montrer une petite vidéo, je crois. Bah oui, parce que je sais bien, vous êtes comme tout le monde, vous vous dites, mais que se passe-t-il sur les réseaux sociaux et sur la politique, et plus exactement comment les politiques vont faire avec tous ces réseaux sociaux où maintenant il faut s'exprimer. Vous avez vu M. Castex sur Twitch, et bien là on va regarder TikTok. Alors on ne va pas regarder un homme politique, c'est juste parce que je me dis qu'on va faire chaque semaine une petite séquence pour montrer comment les réseaux sociaux sont en train de se politiser, même les réseaux sociaux des jeunes. Et là, c'est TikTok. Parce que figurez-vous que sur TikTok, en fait, on peut maintenant... vous savez, il y a des petites vidéos qui sont souvent sur des sujets maquillage. Donc vous allez me dire, c'est loin de la politique. Eh bien non, les jeunes TikTokeuses aux États-Unis se font des battles autour de sujets sur le maquillage. Est-il démocrate ou est-il républicain? Et en gros, vous êtes dans une logique de politisation jusqu'à ces sujets-là. Et donc, vous voyez, vous allez voir cette vidéo qui vous explique que là, c'était une démocrate qui s'est maquillée en républicaine. Vous allez comprendre pourquoi c'est très politique, très visuel. Voilà, je ne sais pas si on voit. Moi, je sais pas ce que... Vous savez pas ce que c'est ? Voilà. Oui. Vous entendez, voilà. Voilà, moi, donc je ne sais pas... moi, il faudrait que je regarde mon maquillage pour savoir si je suis de droite ou de gauche. Je ne sais pas vraiment. Il paraît que j'ai une chemise de droite. Aujourd'hui, il faudrait que j'en trouve une de gauche, mais j'ai ça aussi. J'ai un en même temps dans mon placard. Voilà, mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les jeunes sur les réseaux sociaux font plus de politique que vous ne l'imaginez. Voilà. Absolument. Écoutez, c'est pas pour nous déplaire, puisque notre émission s'appelle Politique. Donc merci à vous tous. Merci à Patrick Delamotte qui était auprès de Laetitia Krupa, caméraman, et puis à Charlotte Urien-Tomaka qui a préparé cette émission, et bien sûr à toute l'équipe technique et à la réalisation. Merci à tous et à très vite. Et je vous invite à nous rejoindre à 19h, bien sûr. Enfin, restez même avec nous maintenant, et à 19h pour écouter la conférence de presse de Jean Castex et d'Olivier Véran. Et on saura tout sur notre confinement, pas reconfinement. Enfin bon, on va découvrir ce qui nous est réservé, en tout cas en Île-de-France. Merci à vous et à très vite.